Ok, donc je me présente, je m'appelle Patrick Genoux, je travaille à l'Observatoire technologique du canton de Genève et comme on vous l'a dit, c'est un observatoire une petite cellule de 2 personnes qui fait de la veille stratégique au sens très large du terme pour l'administration genevoise en général. On s'intéresse aux grandes tendances qui impactent les administrations publiques et la société en général à l'ère de l'Internet. Et à ce titre, on a été amené à s'intéresser notamment à l'ouverture des données publiques, qui est une des tendances émergentes qui arrive dans les pays francophones et qui vient du monde anglo-saxon et qui participe à ces notions de gouvernement ouvert, d'innovation, de smart society et plus largement. On m'a demandé de venir vous présenter l'ouverture des données publiques, déjà de rappeler ce que c'est, parce que c'est un gros mot buzz, on parle d'open data, on parle beaucoup d'open data aujourd'hui, mais je me rends compte en discutant avec mes collègues et autour de moi que peu de gens savent réellement ce qu'on entend par open data. On a un petit peu tendance à confondre les choses, et puis de vous présenter les grands enjeux qui gravitent autour de cette ouverture des données publiques. Alors d'abord, quand on parle d'open data, on parle de données. Peut-être juste vous rappeler, pour pas qu'il y ait de confusion, que données et information c'est complémentaire, mais c'est pas tout à fait la même chose. Donc ouvrir des données publiques, j'avais discuté avec un juriste chez nous en son temps qui disait oui, mais de toute façon on le fait déjà chez nous, vous allez sur le site internet de l'État de Genève, vous trouvez toutes les données qui sont intéressantes. Non, là on parle d'information. La donnée c'est vraiment quelque chose de brut, c'est l'élément brut qui va vous permettre, en le contextualisant, d'avoir des informations. Si je vous dis qu'aujourd'hui il fait un sale temps à Sierre, c'est une information. La donnée, c'est la température qu'il fait à tel endroit, le degré d'hygrométrie, etc. Et puis si je vous dis que c'est inhabituel à Sierre, ça c'est la connaissance que j'en ai, que j'ai de toutes les informations que j'ai gérées au cours de ma vie. Une chose qui est intéressante à noter au cours de ces 10 dernières années, c'est qu'on a pris conscience que les données, c'était une ressource stratégique des organisations, qu'elles soient publiques ou privées. On n'en avait pas trop conscience il y a un peu plus de 10 ans, où on était plus rivés, les yeux rivés sur les processus, qu'ils soient administratifs ou autres, mais on oubliait que ces processus, les services qu'on pouvait délivrer à la population ou à nos clients, ils se nourrissaient en fait de toutes les données qu'on pouvait y mettre. Alors je vous ai mis ici trois photos parce que c'est souvent avec ces 3 photos qu'on illustre le fait que les données sont la ressource stratégique des administrations publiques. C'est soit des lingots d'or, soit le pétrole de nos processus, soit alors les champs de maïs et les champs de blé dont on va se nourrir. Alors ces 3 images qui décrivent une toute petite partie de la réalité, mais il faut s'en méfier un petit peu parce qu'elles éludent 2 choses, je pense, qui sont très importantes. D'une part, le fait que l'information, notamment l'information numérique, c'est pas comme l'or, c'est pas quelque chose qui a tendance à s'épuiser au fil du temps. Bien au contraire, c'est quelque chose qui a tendance, on vous parle aussi de big data, d'explosion des données, c'est quelque chose qui a tendance à s'accumuler ou à se suraccumuler au cours du temps. Et puis c'est un bien original. Si je vous donne un lingot d'or, moi je l'ai plus. Si je vous donne de l'information, si je vous donne des données numériques qui sont à ma disposition, je les ai toujours, mais vous les avez également. Donc méfions-nous de ces images-là. On va maintenant en venir à l'open data. C'est un terme que même les pays francophones, comme même les Québécois parlent d'open data, c'est vous dire que c'est quelque chose qui est rentré dans les mœurs. C'est tout à la fois un mouvement qui a été initié il y a plusieurs années dans les pays anglo-saxons. Ça peut être aussi, pour certains, notamment pour l'Angleterre et les États-Unis, une injonction. C'est-à-dire, c'est vraiment ouvrez vos données. C'est l'injonction qu'avait donnée Obama il y a quelques années à ses administrations publiques, où il voulait qu'un maximum de données à caractère public soit ouvert. Mais avant de parler précisément de ce mouvement et puis des enjeux qu'il y a derrière, peut-être rappeler de ce que sont des données publiques ouvertes. Des données publiques, tout d'abord, sont des données qui ne sont pas nominatives. Et là, c'est quelque chose d'important à souligner. Dès que vous avez le nom d'une personne qui apparaît dans une base de données, ce n'est pas considéré comme une donnée publique. Il faut vraiment le mettre en évidence parce que dès qu'on parle d'ouverture des données publiques, il y a des gens qui mettent les 4 fers en l'air en disant surtout pas ouvrir les données des administrations parce qu'ils imaginent les données des impôts, les données
des données sociales ou autres. Non, ce n'est pas de ces données-là qu'on parle, c'est des données qui ne sont pas publiques. Et dans le même temps, c'est des données qui ne portent pas atteinte à la vie privée. Alors vous pourrez me dire, oui, mais si c'est des données, quelles sont les données non nominatives qui pourraient porter atteinte à la vie privée? Et c'est là qu'on se situe dans un moment qui est un petit peu délicat, c'est que vous pouvez avoir des données, par exemple, d'adresse, des données géoréférencées, qui, selon la manière dont on les croise, peuvent permettre de remonter à l'individu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas tel type de données qui est potentiellement public ou non public. Ça veut simplement dire, quand on voit ce terme-là, qu'il faut faire très attention quand on ouvre des données à la façon dont on peut croiser ces données et remonter aux individus. Et puis enfin, c'est des données qui ne relèvent pas de la sécurité publique. Dans le petit schéma qui est ici, vous voyez que les données à caractère public, elles sont très larges, elles couvrent des spectres qui sont très larges. Ça peut être des données environnementales, des données de transport, des données météorologiques, statistiques, financières, etc. Enfin, ça couvre tout le champ de l'action publique et il y en a des terabytes dans chaque canton suisse. Des données ouvertes maintenant. Le but d'ouverture des données, c'est rendre ces données exploitables, accessibles et réutilisables par le commun des mortels, que ce soit des privés, des entreprises ou des associations. Accessible, ça veut dire pouvoir accéder à ces données de la façon la plus simple possible, sans passer par des procédures ou avoir des barrières techniques. Exploitable, ça veut dire, comme on est dans le monde du numérique, qu'on puisse très facilement en faire quelque chose. Et puis réutilisable, c'est en faire quelque chose dans le but d'y apporter de la valeur. Ça peut se résumer, les critères d'ouverture de données sur ces trois plans. À l'époque, en 2007, si je me rappelle bien, il y a une association américaine qui était une des pionnières dans l'ouverture des données publiques, qui avait défini 8 critères qui définissaient une donnée ouverte. En fait, ces 8 critères se résument à ces 3 domaines. Il faut qu'elle soit facilement accessible techniquement, facilement accessible et facilement partageable, qu'elle soit économiquement aussi accessible, c'est-à-dire que leur coût d'accès soit le plus faible possible, voire même gratuit. La plupart des pays qui se lancent dans l'ouverture des données prônent la gratuité de ces données. Et puis enfin, qu'il y ait un cadre juridique qui en règle les modalités d'accès et surtout de partage. Ce n'est pas parce qu'on met des données gratuitement à disposition de quelqu'un que ce quelqu'un peut en faire n'importe quoi. Et on le verra peut-être plus tard dans les exemples lors des questions tout à l'heure. Un bref rappel pour vous dire que ce mouvement d'ouverture des données publiques, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. Il y a une histoire là derrière, ça a pris un essor fulgurant au cours des 5 dernières années, mais déjà il y a une dizaine d'années, soit au niveau européen, soit au niveau des États-Unis, on a eu un cadre juridique, par exemple le Freedom of Information Act américain, qui visait à rendre obligatoire l'ouverture d'un certain nombre de documents publics à destination des citoyens. Et puis ensuite, là derrière, il y a toute une série d'États ou de villes aux États-Unis qui ont suivi le mouvement, notamment sous la pression de grosses associations comme la Sun Life Foundation aux États-Unis, ou alors sous l'impulsion d'activistes comme Tim Berners-Lee, qui est l'inventeur du web, pour qui ouvrir des données publiques, c'était quelque part une suite naturelle à l'évolution de l'Internet tel que lui l'avait pensé il y a une vingtaine d'années. En 2009, le gouvernement américain a lancé son premier portail de données ouvertes, data.gov, et puis ensuite, dans les années suivantes, il y a plusieurs pays qui s'y sont mis, comme le Royaume-Uni, la France l'année passée, et cette année, au mois de septembre, la Suisse a lancé un projet pilote de portail d'ouverture de données, on y reviendra tout à l'heure. C'est pas anecdotique, j'ai ici repris une statistique qu'on retrouve sur le portail américain. La semaine passée, donc, il y avait 39 États des États-Unis qui avaient un portail d'ouverture des données publiques, 43 cités aux États-Unis, 43 pays, et puis 160 villes, régions à travers la planète,
Parmi ces régions, on trouve le Ghana, le Kenya, Hong Kong, enfin, il y a une multitude de pays qui s'y sont mis, et c'est à des degrés plus ou moins importants, avec plus ou moins de maturité dans la façon de le faire, mais pour vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'anecdote. J'avais fait cette même slide il y a une année, on était à peu près aux 3/4 de ces chiffres, donc vous voyez que c'est quelque chose qui évolue rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il y a des pays qui s'y sont mis, mais il y a des ONG comme les Nations Unies et l'OMS en particulier qui étaient pionniers dans le domaine. Il y a l'OCDE ou la Banque mondiale qui ont compris que toutes les données qu'elles avaient à disposition, ça ne servait à rien qu'elles les gardent pour elles les produisaient pour leurs membres, mais d'autres pouvaient être intéressés à les valoriser, à les utiliser, notamment quand on pense à l'OMS, au cas d'épidémie dans des pays africains. Il y a toutes les ONG qui gravitent autour de l'OMS, par exemple, qui ont tout intérêt à avoir un accès facilité à ces données pour leur propre usage. Et c'est ainsi qu'il y a tout un mouvement qui s'est mis en place au niveau de ces ONG. Il y a aussi beaucoup d'initiatives citoyennes qui ont servi de moteur dans certains pays à l'ouverture des données publiques, que ce soit en France avec Regard Citoyen, en Angleterre ou aux États-Unis. Et puis une initiative aussi, Montréal Ouvert, qui a vu le jour en 2007 ou 2008 et qui a mis une telle pression sur la ville de Montréal pour que la ville ouvre ses données publiques que l'année passée, la ville de Montréal a ouvert son propre portail et a lancé des démarches d'ouverture des données publiques. Donc on voit que c'est quelque chose qui souvent vient du monde des citoyens eux-mêmes. Il y a aussi effectivement des politiques qui s'en sont saisies, comme en Angleterre ou aux États-Unis. C'est souvent une confrontation, pas une confrontation, mais plutôt une convergence entre une approche bottom-up qui est amenée par les politiques et puis une approche bottom-down, top-down amenée par les politiques et bottom-up amenée par les citoyens, les associations qui veulent plus de transparence, plus d'accès aux données publiques. Une chose qui est intéressante pour noter le fait que c'est quelque chose qui prend du corps et qui a, je ne dirais pas que ça légitime la chose, mais ça montre qu'il y a vraiment quelque chose là derrière, c'est que le monde privé s'en est emparé de cette ouverture des données publiques. Il y a énormément de sociétés dans le monde, en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire là autour, c'est pas incompatible du tout, on le verra tout à l'heure, et puis qui se sont mis sur le domaine de l'ouverture des données publiques, comme Data Publica par exemple, qui prédigère en fait les données publiques qui sont à disposition sur le portail gouvernemental français. Tout le monde aujourd'hui n'est pas outillé pour s'approprier ces données, qui les prédigère et qui les revend à des organismes privés qui en auraient besoin. En Suisse, me direz-vous, en Suisse, on n'est pas trop à la traîne, je dirais. Si traîne il y a, en fait, il n'y a pas de jugement de valeur là autour, mais il y a pas mal déjà de parlementaires suisses qui, depuis plusieurs années, militent pour une informatique ouverte, en militant notamment pour le logiciel libre, et naturellement, ils sont aussi venus à l'ouverture des données publiques. Ils sont à la source d'une association qui s'appelle opendata.ch, qui a été créée il y a maintenant une année et demie, si je me rappelle bien. Et on a des offices, notamment fédéraux, qui sont dans cette logique d'ouverture depuis pas mal de temps, comme l'Office fédéral de la statistique, comme Swiss Topo qui s'occupe des données géographiques, ou comme l'Office suisse de météorologie. Et ces offices se sont mis dans une logique d'ouverture des données publiques sans forcément le clamer sur les toits. Et puis ça a débouché cette année à ce portail pilote, parce qu'on est toujours très prudent en Suisse, c'est un pilote de portail de données publiques qui regroupe notamment les archives fédérales, la météo, Suisse Topo, il y a encore deux autres offices, je ne me rappelle plus vraiment lesquels, je vous avouerai, mais qui a pour vocation d'ouvrir un certain nombre de données fédérales dans le domaine public.
En Suisse, on peut mentionner la ville de Zurich qui a été pionnière dans le domaine il y a déjà 2 ans en ouvrant quelques jeux de données. Bon, c'est de mon point de vue plus un effet d'annonce qu'autre chose parce qu'on se rend compte que derrière le portail, il n'y a pas énormément de choses. À Genève, récemment, les transports publics genevois ont ouvert leurs données de transport en temps réel dans le but de susciter l'innovation, on le verra tout à l'heure. Et puis, dans le même temps, le système d'information du territoire genevois, qui est un système de données géoréférencées où on a une multitude de données qui sont potentiellement utiles à tout un chacun, qu'il soit du monde de l'entreprise ou du monde privé. Et dans une démarche d'ouverture, on espère que d'ici le début d'année prochaine, voire même d'ici la fin de cette année, le Parlement genevois aura voté pour l'ouverture d'une partie des données publiques genevoises qui seront celles du système d'information genevoise, qui, pour la petite histoire, fonctionne sur un mode d'ouverture depuis à peu près 20 ans avec des partenaires où on échange, où on a vocation à distribuer de l'information pratiquement gratuitement, et il ne manquait pas grand-chose en fait pour faire le pas. Si on en vient maintenant aux différents enjeux, j'en ai retenu 5, je vais passer brièvement à travers ces 5-là. Pour moi, il y a 5 enjeux majeurs, ce sont la transparence, l'innovation, la valorisation, la notion de bien commun, et puis un dernier qui est un petit peu particulier, qui est celui de la transformation. Je vais essayer de les illustrer chacun avec un exemple. La transparence, c'est typiquement le monde anglo-saxon qui a amené cette notion-là, mais c'est le monde de l'Internet, c'est le monde de la transparence, c'est le monde de l'échange, de la fluidité, et de plus en plus de citoyens demandent que leur gouvernement soit plus transparent sur la façon dont il gère les deniers publics, sur la façon dont il gère ses administrations. On parle d'accountability, et donc, par exemple, le gouvernement britannique a ouvert ses données budgétaires à tout un chacun, et il y a une association, l'Open Knowledge Foundation, qui a repris ces données financières et qui vous permet, si vous allez sur le site que j'ai mis en référence, Where Does My Money Go, qui vous permet de voir où l'argent public que les citoyens anglais dépensent annuellement, comment il est ventilé dans les différents ministères, et ce qu'on en fait. Il y a une calculette qui vous permet de voir vos impôts à vous, comment ils sont ventilés dans tout ça. Vous pouvez jouer avec ces chiffres, et quelque part ça montre qu'il faut aller plus loin que la transparence. C'est pas juste je vous montre les chiffres, ce que certains gouvernements font plus ou moins bien, plutôt mal que bien, mais ça permet aussi d'aller plus loin, c'est de se dire on va permettre aux citoyens de se réapproprier un petit peu ces chiffres et puis de voir, de mieux comprendre les politiques publiques en fonction de la façon dont on peut jouer avec ces chiffres. Même si on est au début de quelque chose, vous avouez que les outils qui permettent de le faire ne sont pas forcément encore tous matures, mais on y vient gentiment. Le deuxième de ces enjeux, c'est l'enjeu d'innovation. Comme je vous l'ai dit au tout début de cette présentation, les données publiques, c'est vraiment le moteur de beaucoup de processus des administrations publiques, mais c'est aussi le carburant qu'on va pouvoir mettre dans toute une série de services à destination des citoyens. Alors ce carburant, c'est soit l'administration qui s'en saisit et qui le met dans ses moteurs, mais l'idée la plus communément répandue, disons la plus normale, je dirais, voudrait que ce carburant, vu qu'il ne nous coûte pas grand-chose à le distribuer, on le donne à d'autres pour que d'autres s'en saisissent et créent des services à valeur ajoutée autour de ces données, parce que les administrations publiques, elles n'ont pas vocation à créer tous les services qui seraient utiles à tous les individus. Par contre, vous pouvez imaginer une petite PME qui, en utilisant des données publiques, crée des services à valeur ajoutée, revend ces services à valeur ajoutée. Elle ne revend pas les données elles-mêmes, mais elle revend le service qu'on aura pu créer, le service innovant qu'on aura pu créer à partir de ces données. Je vous laisse aller voir le site d'Asmapolis, c'est assez intéressant. C'est des données qui sont liées à la diffusion des pollens sur le territoire, je crois que c'est en Californie si je me rappelle bien, et qui permet aux gens qui sont munis d'un ventilateur, d'un petit appareil qui leur permet de prendre
du médicament contre l'asthme, de participer à la visualisation des endroits qui sont allergènes pour tel ou tel type de population, tout ça en le mêlant à des données qui sont publiquement disponibles sur Internet. L'autre aspect, c'est relativement proche, et c'est l'aspect, par exemple, qui a été mis en avant au niveau du système d'information du territoire genevois, c'est l'aspect de valorisation. C'est de dire, on a dépensé beaucoup de données publiques pour créer des données qui sont de par ailleurs très utiles pour les services de l'administration concernés, mais on pourrait y ajouter beaucoup plus de valeur ajoutée si on laissait les gens s'en saisir, pas forcément dans des logiques d'innovation. Je vous ai sorti ici cet exemple de la ville de Rennes, qui est une des villes pionnières en France dans le domaine de l'ouverture des données publiques, qui a ouvert ses données publiques à toute une série de start-up qui s'en sont emparés, par exemple Transport à Rennes, qui a créé une petite application qui permet de se déplacer beaucoup plus facilement dans la ville en se basant sur les données des Vélib qui sont disponibles à Rennes, des transports publics, de l'encombrement des routes, etc. Je ne pense pas que la société qui a lancé cette application sur Rennes fasse beaucoup d'argent là autour, même si je crois qu'il la vend quelques euros. Mais je pense qu'elle montre son savoir-faire, elle rentre dans un monde qui est en pleine évolution et qui est en train de naître. Et je pense que vraiment, elle valorise des données que la ville de Rennes n'avait pas vocation à valoriser dans cette optique-là, par exemple. Le quatrième enjeu, c'est celui de bien commun. C'est de dire, ces données publiques qui sont dans nos bases de données du secteur public, elles ont été payées, on les met à disposition très facilement aujourd'hui avec le numérique. Et pourquoi ne pas laisser les gens qui les ont payées, les citoyens, les entreprises, se les réapproprier vraiment dans une logique de bien commun, c'est-à-dire c'est pas parce que l'administration les a créées qu'elle doit les garder pour elle. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus large que une simple valorisation ou autre. L'exemple que je vous donne, c'est des artistes à Paris qui se sont réappropriés les données de mobilité du métro parisien et qui ont fait des œuvres d'art. Ils ont regardé sur le site morphogéniste.org. C'est assez sympathique ce qu'on arrive à faire avec ces données-là. On sort totalement du cadre habituel, mais ça participe de cette vision de bien commun. Ici, on est dans une HES, c'est sûr que le monde académique aussi, pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas bénéficier beaucoup plus largement et beaucoup plus facilement de ces données qui sont produites par les administrations publiques. Le dernier enjeu, c'est l'enjeu de transformation. Alors celui-là, il touche peut-être un petit peu moins les gens qui gravitent hors du secteur public. C'est le fait que se mettre dans une logique d'ouverture des données publiques, c'est un levier de transformation important pour les organisations publiques. Ça permet d'aller vers moins de silos, ça permet d'aller vers plus de transversalité, ça permet d'aller sur plus de visibilité par rapport à ce que font les différents départements et les différents services. Et puis ça permet également de sensibiliser les gens qui sont gestionnaires des différentes bases de données dans les services administratifs au fait que ces données elles ont de la valeur et puis aller vers une réelle culture de la valorisation des données en interne des administrations publiques. Les 3 dernières minutes, je vais vous garder peut-être les défis qui restent à prendre quand on parle d'ouverture des données publiques. D'une part, c'est toujours garder une perspective large, c'est jamais se focaliser sur ces données, mais une perspective large et sur les différents acteurs et sur les différents domaines qui sont touchés, et une perspective portée vers l'avenir. C'est peut-être aussi, et là j'insiste là-dessus, c'est l'appropriation par le plus grand nombre. Il y a pas mal de villes en France notamment qui ont clamé haut et fort qu'elles avaient ouvert leurs données publiques et puis elles se sont arrêtées là. Non, si on ouvre les données publiques, c'est qu'il y a un but derrière, c'est qu'on veut, il y a une réelle intention, qu'elle soit d'innovation, de valorisation ou autre. Donc il faut se donner les moyens de faire en sorte que les gens s'approprient ces données et on aura gagné le jour où on arrivera à travailler main dans la main avec les utilisateurs de ces données pour en faire réellement quelque chose, pour en faire une plus-value pour la société. Et puis en lien avec ça, il y a les défis d'outillage, d'outils de visualisation qui sont aussi sur une pente ascendante très très forte et qui, je pense, d'ici 5-10 ans vont permettre aux citoyens et même à des toutes petites PME de s'approprier ces masses de données qu'on aura à disposition
de façon beaucoup plus facile que ça peut l'être encore aujourd'hui. Et puis un tout dernier point avant de conclure, c'est le fait qu'on a beaucoup parlé, j'ai parlé aujourd'hui d'ouverture des données publiques, mais il y a de plus en plus d'acteurs privés qui se questionnent sur la pertinence d'ouvrir aussi leurs données privées, parce qu'il y a aussi de la valeur, même pour des sociétés privées, à partager leurs données, si elles le font dans la bonne démarche et dans la bonne optique. Je vais passer sur la dernière slide, qui donne une perspective plus large, qui rappelle juste que quand on parle d'ouverture des données, on est au cœur de tout ce qui est ouverture des gouvernements, du secteur public, et on peut même imaginer inclure tout ça dans une ouverture plus grande de la démocratie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et puis rappeler aussi que même si ça fait déjà une dizaine d'années qu'on en parle d'ouverture des données publiques, on est vraiment au tout début de quelque chose et on n'a encore pas vraiment les tenants et les aboutissants. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, des remarques. Vous travaillez pour l'État ou l'État de Genève? Oui, le canton de Genève. Quel exemple d'utilisation, d'ouverture des données publiques vous pouvez nous donner par rapport à ce que vous avez fait à Genève? Alors, pour le moment, comme Genève n'a pas encore ouvert ses données au sens juridique du terme, un exemple que je peux faire, par exemple, c'est qu'il y a pas mal d'académiques, que ce soit au Poly ou à l'Uni de Genève, qui utilisent les données du système d'information du territoire genevois pour leurs études. Ça participe aussi de l'ouverture des données publiques. Simplement, aujourd'hui, elle doit faire une demande écrite aux services concernés. À l'avenir, il suffira juste de se plugger sur le système d'information du territoire et télécharger les données dont on a besoin. Un autre exemple qui est très anecdotique, mais qui montre l'innovation qu'il peut y avoir là autour. On a fait j'ai fait ce type de présentation à un certain nombre de petites et moyennes entreprises qui gravitent autour du système d'information du territoire genevois. Puis il y avait un jeune entrepreneur là qui me dit « Ah bah, c'est intéressant le jour où j'aurai accès à toutes ces données parce qu'il a été approché par une personne qui voulait que sa société développe une application qui permette de faire une balade dans les rues de Genève en s'arrêtant auprès des arbres remarquables du canton. Il y a de magnifiques arbres dans les grands parcs genevois. Ces arbres ont une histoire. Il se trouve qu'ils sont référencés dans le système d'information du territoire genevois. On a leur géolocalisation, on a un petit descriptif de ces arbres et on peut imaginer une application qui vous permet de faire une balade commentée, puisqu'on a tous des GPS maintenant avec nos smartphones, à travers les parcs genevois et puis s'arrêter auprès de ces arbres pour avoir des informations sur ces arbres. Si ces données n'étaient pas facilement accessibles pour la start-up en question, ce serait très difficile pour elle. Disons, la barrière d'entrée pour construire ce type d'application, elle serait beaucoup trop. J'ai une deuxième question, si je peux. Quel est le processus pour la mise à disposition des données publiques? J'entends au niveau, pas uniquement technique, mais au niveau politique ou administratif. Typiquement, il faut un cadre juridique, donc il y a une licence dans les pays anglo-saxons, c'est une licence de type Creative Commons ou autre qui dicte les droits et devoirs liés à l'utilisation de ces données. En Suisse, on n'est pas dans ces logiques-là, donc c'est plus au niveau d'une loi qui règle les conditions d'utilisation des données. Donc il faut mentionner la source, et puis il y a un certain nombre de contraintes de remise à disposition de ces données qui peuvent être variables suivant la façon dont vous faites ces données. Philippe? Oui, alors je viens faire une question, mais tu y as partiellement répondu. C'est la problématique de la mise ensemble de bases de données différentes. Typiquement, je mentionnais tout à l'heure le système d'information du territoire genevois qui est extrêmement bien fait, je le recommande à chacun, et qui nous permet de connaître l'ensemble de la planification du canton. Maintenant, si on met cela en relation avec le déplacement de la population des TPG, transport public genevois, voire le déplacement de la population en automobile, on pourrait sur un moment donné X, par exemple dimanche matin 10h, connaître le flux de personnes qui se rendent dans un ou l'autre des lieux de culte genevois, ce qui nous permettrait, avec la mise en commun de ces données, de savoir combien de personnes protestantes, catholiques et autres se déplacent. Et là, on arrive à constituer une information qui peut devenir pertinente et, en guillemets, dangereuse pour le citoyen. Alors, tu as partiellement répondu avec
la question de la loi. Ma question était plutôt de savoir est-ce qu'on a des garde-fous, est-ce qu'on a des organes de censure qui aujourd'hui contrôlent quelles sont les possibilités qu'on a de mise en commun des bases de données pour éviter une utilisation inadéquate de ces données. Alors, organe de censure, j'y crois absolument pas. On est devant un monde de possibles qui est infini. Donc, prétendre vouloir tout connaître avant de partir, c'est juste pas possible. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est de travailler notamment avec les préposés cantonaux et fédéraux à la protection des données, la main dans la main, pour faire le chemin avec eux et puis avoir des mises en garde sur ce qui risque d'arriver si on se dirige dans telle ou telle direction. Et puis, je pense qu'il faut aussi aller, c'est le monde de l'Internet, il faut aussi y aller par tâtonnement. C'est aller dans une direction, et puis si on voit qu'on fait fausse route et puis qu'on va vers quelque chose de trop sensible, savoir faire très vite machine arrière.